Et Damien, tu sais comment on appelle les auditeurs mineurs qui écoutent Projection Perdue? Non. Bah les enfants perdus. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. 5K. Oh, oh, T'es mort? ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour à tous et bienvenue à tous les enfants perdus et retrouvés pour ce nouveau podcast cinéma Projection Perdue. Et aujourd'hui, on va parler d'une variation sur Peter Pan sortie en 2020. Je parle de Wendy, réalisée par Ben Zainsley. Et je suis avec Damien. Salut Damien, ça va? Bonjour. C'était ma voix d'enfant perdu. Et donc cette variation-là, en fait, elle a été transposée dans le Nouvelle-Orléans et puis elle va sur une île qui a été tournée sur l'île de Montserrat. Et donc on est dans un univers qui est quand même très éloigné de ce qu'on pourrait avoir de la pièce. Donc d'emblée, toi, t'as pensé quoi du film, Damien? Moi j'ai adoré le film. Je trouve que c'est un film absolument de génie. Je crois que j'ai dit pareil pour Mademoiselle, mais là c'est vraiment un film qui est incroyablement merveilleux. Je déteste l'histoire de Peter Pan de manière générale. C'est un personnage que j'aime pas, parce que je trouve que c'est un sale petit con, mais c'est lié à l'histoire, mais je l'aime pas pour autant. Et ce film déjà il est très beau, il est très poétique, et le truc qui va être intéressant aujourd'hui, c'est que je considère que c'est un grand film de Peter Pan, qui a eu énormément de retours mitigés à sa sortie. Généralement, les gens ils disent qu'il a une belle image, mais que l'histoire est imparfaite. Et on va voir au final si c'est un bon film ou un raté Peter Pantesque, peut-être. Mais je pense qu'on va commencer par le résumé que tu vas nous faire, Louis. Donc c'est l'histoire de Wendy qui vit avec ses frères et sa mère, du coup, qui s'occupent d'un restaurant. Et Wendy, elle veut s'échapper, en fait. Et quand elle sera adulte, elle veut pas avoir cette vie-là qui est très, finalement, isolée, en fait. Et la seule chose qui la retient, c'est les trains. Et vraiment, le passage des trains qui est très, très fort. Et apparemment, c'est inspiré de l'histoire du réalisateur qui, lui, quand il vient en Nouvelle-Orléans, dit bah il y a rien à part les plus gros trains en fait des États-Unis et c'est ça qui l'a inspiré pour le point de départ de celui-là parce qu'il s'est demandé mais qu'est-ce qu'il y a finalement au bout du bout ou jusqu'où vont ces trains en fait. Et ils vont vers l'aventure, vers l'île imaginaire. Donc Wendy se fait emmener par Peter Pan au monde imaginaire et elle va rencontrer tout un tas de personnages. Donc ici, il n'y a pas de personnage des sirènes, il n'y a pas les lilacs tigresses. En fait, c'est dans une espèce de d'épuration du mythe, parce que dans ce Wendy-là, en fait, le fantastique, il est réduit au minimum et ça laisse place à l'imaginaire. C'est aussi appuyé par l'image qui est très brute, en fait, c'est tourné en pellicule, en lumière naturelle beaucoup, en caméra épaule. Il y a vraiment des plans très très serrés sur les personnages et donc ça va appuyer ce côté un peu réaliste du conte qu'on ne pourrait pas trouver. Ce qui va venir contraster la musique qui est pour le coup vraiment très épique et qui donne vraiment le goût de l'aventure, quoi. Et donc tu as ce contraste-là d'espèce de réalisme magique un peu, en fait. On sent vraiment la texture et c'est dû aussi au décor, qui est en fait un décor complètement naturel qui a été tourné sur l'île de Montserrat. Dans les Antilles. Dans les Antilles, exactement. Et donc il y a un vrai volcan qui va vraiment... Il n'y a pas d'effets spéciaux sur le décor, en fait. La réécriture est extrêmement intéressante ici parce qu'on Ben Zetlin a eu beaucoup de succès avec son premier film qui sont Les Bêtes du Sud sauvages, multi-récompensés, que ce soit à Deauville avec le Grand Prix du jury, la Caméra d'Or à Cannes en 2012 avec deux autres prix qui l'ont accompagné, meilleur réalisateur au Gotham Independent Film Award toujours en 2012. Et ce qu'il fait ici avec le mythe de Peter Pan, c'est en fait qu'il le réinscrit un peu dans sa filmographie et il passe, la réinvention du mythe passe par le style du Southern Gothic qui en fait récupère plusieurs éléments du mythe gothique. C'est un genre littéraire, cinématographique, musical propre aux États-Unis. Et en fait, il prend les éléments de la fiction gothique et il la fusionne avec la culture du Sud américain, ce qui donne des films que vous avez peut-être déjà vus comme Entretien avec un vampire, qui reprend l'esthétique des vampires gothiques, mais qui le fait débuter dans le début de son film au sud des États-Unis en pleine décadence, et tu retrouves ce truc-là de pas vraiment décadence, mais d'une États-Unis qui est plus vraiment rêvé et qui est assez terre à terre. Tu le retrouves dans son film et il se sert de cette esthétique au début pour lancer son film, qui a une direction différente du film, enfin de l'histoire de Peter Pan de base, notamment en ne faisant pas
forcément voler les enfants, même s'il s'en rapproche beaucoup avec le jeu avec la montagne, même les pirates qui sont remplacés juste par des adultes, mais on récupère beaucoup d'éléments. Par exemple, Wendy raconte des histoires encore, elle les raconte pas à ses frères, elle se les raconte à elle-même, mais elle se raconte des histoires. On a l'apparition de Peter Pan qui commence par son ombre, qui apparaît sur le mur, parce qu'il passe devant une lumière sur un train, qui Wendy voit et qui se met à le poursuivre. Tu as un moment, je me suis demandé si Cujo Head, qui est une des premières filles que tu vois qui est liée aux enfants perdus, qui apparaît à quelque chose, dit un truc qui fait très clochette, mais elle joue pas l'équivalent du rôle. Tu as la même scène du kidnapping des enfants par les pirates, et tu as même la scène de l'affrontement entre Peter et James qui finit par perdre sa main. Donc c'est un film qui choisit une esthétique totalement à part et qui finalement se rapproprie le mythe de Peter Pan dans quelque chose de vraiment exceptionnel. Et ça joue notamment à travers la musique de Ben Zetlin qui coécrit avec Dan Romer, ce qu'il avait fait sur son précédent film. Et Dan Romer, c'est un mec que j'aime beaucoup parce que je trouve que son style est très proche du Southern Gothic, notamment, enfin, pas du Southern Gothic, mais du sud des États-Unis. C'est aussi lui qui fait la musique de Superman et Lois, et en fait, la série de la CW. Et si vous écoutez, vous avez vraiment l'impression d'entendre un lever de soleil sur un champ de blé. Sa musique a ce truc qui est vraiment très proche du sud, et je sais plus où je voulais en venir. Ah oui, et l'une des choses qui rend le film aussi incroyable, ce sont ses acteurs qui sont super jeunes, mais qui jouent tous à la perfection. Wendy est incroyable. Elle est jouée par Devin France. Tu as Peter Pan qui est joué par Joshua Mack, qui est incroyable, à la fois très joyeux, très Peter Pan, avec ses dreads qui sont en rouge pour récupérer ce truc roux. Wendy, dans ses échanges avec Peter, elle est vraiment incroyable. Ben Zetlin, c'est vraiment un gars qui arrive à tirer beaucoup des enfants avec lesquels il joue. Et même tu as les jumeaux, enfin les frères Douglas Darling et James Darling qui sont joués par Cage Nakin et Gavin Nakin, qui donnent des situations incroyables. Et c'est assez fou de se dire que tout le début du film en fait tient sur les enfants et que leur jeu t'accroche. Et c'est notamment lié au dialogue que je trouve tous assez exceptionnels. Et d'ailleurs, il avait fait ça dans ses deux premiers films, dont Wendy, c'est son deuxième long métrage. Le réalisateur, il utilise toujours des acteurs qui sont pas pros. Et là, j'ai vu comment il a choisi comment il a choisi l'acteur de Peter Pan, c'est qu'il allait vraiment sur place quand il a tourné sur l'île de Montserrat. Et alors apparemment, du coup, il a été dans une communauté Yabingi Rastafari, j'espère que je prononce bien. Et du coup, il a casté les gens et en fait, il voulait pas d'apport de l'acteur parce qu'il était trop jeune, mais quand ils ont fait des impros, il était tellement bon en fait qu'il a fait bon, c'est pas grave, il est un peu plus jeune que les autres, mais j'y vais quoi. Et effectivement, ça marche. Je trouve que le personnage marche très très bien quoi, parce qu'il garde ce côté un peu espiègle et en même temps, tu sens qu'il fait du mal autour de lui et qu'il est un peu toxique mais c'est parce que c'est un enfant qui veut pas assumer les responsabilités et qui veut pas assumer parce que c'est ça aussi le mythe de Peter Pan que moi j'aime beaucoup, c'est le fait de pas vouloir grandir en fait. Et c'est l'apprentissage que il faut grandir, c'est prendre des responsabilités, aussi le passage du temps. Et notamment là, je trouve que dans le film, sauf si tu voulais rebondir sur un truc en particulier. Bah en fait, j'allais accompagner ta pensée en expliquant ce que c'est grandir, et c'est toujours ce que tu as au début de Peter Pan. Tu as Wendy qui se retrouve dans un moment où elle va grandir, soit en étant forcée, soit en prenant plus de responsabilités. Et là, tu as un peu la même chose au début où Wendy aide sa mère dans le restaurant parce que quand tu nais et que tu as un parent qui gère une entreprise, une petite entreprise comme ça, tu donnes des coups de main. Et tu as une scène tout au début où les enfants parlent de leurs rêves et sa mère explique qu'elle a voulu faire du rodéo, qu'elle a fait du rodéo et qu'elle ne peut plus en faire et que c'est quelque chose qui lui manque. Et Wendy part un peu en se disant moi je ferai en sorte de vivre mes rêves et que ça s'arrête jamais. Et tu as différents trucs qui sont très cool. Là, je suis en train de regarder les dialogues qui sont absolument géniaux de Wendy avec tous les enfants grandissent, mais certains s'échappent, ou on dit que le monde est sans fin, qu'il continue à perte de vue. Il y a tout un esprit d'aventure qui est lié à ces trains qui circulent en fait devant elle et dont elle ne connaît pas la destination. Et tu retrouves ce truc de espiègle et un peu méchant involontaire de Peter Pan au moment, et le fait qu'il ne veut pas grandir au moment où il fait jurer à tout le monde, il les fait jurer sur leur mère du coup qui n'est plus là, qu'ils ne grandiront jamais, qui est une scène extrêmement intense grâce à la musique qui est vraiment absolument
absolument grandiose. Je sais pas sur quoi tu voulais continuer, Bah, mais vas-y. c'était sur le fait de grandir. Je trouve qu'il y a un truc qui est assez intéressant dans la responsabilité, mais ce qui rend cette version-là très violente, c'est que je trouve que c'est grandir, c'est aussi vieillir. Parce que l'enfance, bah, c'est un monde où t'as pas de passé, t'as pas de futur, donc t'as pas de mémoire. Mais dans cette version-là, en fait, ils vont vraiment appuyer aussi sur les conséquences bah, du vieillissement sur le corps, quoi. Puisque quand tu stresses, tu deviens plus vieux. Et c'est ça qui va être le principal élément fantastique, c'est qu'en fait, les enfants perdus, s'ils sont trop stressés, ben, ils vont devenir adultes très rapidement. Et encore une fois, bah, avec sa mère qui peut plus faire de rodéo, c'est vraiment un élément physique, en fait, au-delà de la responsabilité. Donc, je trouve que ça participe à ce côté un peu matériel qu'il a, tu vois. Donc, les enfants vont s'inventer, puisqu'il n'y a plus la cause et les conséquences du vieillissement, et ben, ils vont s'inventer pas de lien logique, où ils vont s'amuser à faire semblant d'exploser un volcan, alors que bah, c'est clairement pas eux. Et en fait, on ne sait pas si c'est vraiment eux, ils ont vraiment des pouvoirs, ou c'est juste des coïncidences, et c'est juste dans leur imagination. C'est-à-dire qu'ils vont créer dans leur jeu des causes et des conséquences qui n'existent pas, et ils refusent, entre guillemets, les conséquences du monde réel, parce que c'est exactement ça, le mythe de Peter Pan, quoi. Et il y a d'autres versions, je pense à, je sais pas si tu as lu la BD de Loisel qui s'appelle Peter Pan, et qui parle un peu de ça, en fait, sur le côté passé. Et en fait, c'est assez intéressant parce que dans cette version-là, c'est un peu un background, c'est avant Wendy, et donc tu as Peter Pan qui arrive. Et en fait, il s'appelle juste Peter, et il rencontre un ami qui s'appelle Pan, et il est dans la forêt de l'oubli. Et il se trouve que son ami Pan meurt, et à ce moment-là, ils sont, en fait, pour s'en souvenir, il dit bah, je vais m'appeler Peter Pan, Peter Pan. Et en fait, sur l'île, les gens oublient en fait ce qui se passe, et du coup, il y a plus de passé. Et donc, s'il y a plus de passé, bah, il y a plus de conséquences aux choses en fait. Donc, il s'appelle Peter Pan, mais il oublie son ami, et du coup, il y a ce truc-là de l'enfance, c'est bien, mais en même temps, bah, ça fait que tu construis plus de mémoire au final. Ce que tu disais sur le volcan, c'est assez particulier parce que ça arrive au début du film et c'est le moment où tu te poses la question où est-ce qu'ils sont... Enfin, ils sont au pays imaginaire parce que Peter Pan va au pays imaginaire, mais dans le film, c'est pas exprimé. Ils arrivent quelque part, ils jouent, tu as un volcan, tu as d'autres enfants et tu as d'autres éléments qui commencent à se mettre en place. Une personne vieille qui traîne dans le coin, une ancienne maison qui a été recouverte. Plus tard, tu as une explication sur éventuellement c'est quoi c'est lié. Pour moi, le volcan, euh, c'est une bonne question s'il fait partie du fantastique ou pas, parce que tu as un autre élément qui est la mer, ce que Peter Pan appelle la mer, et les autres enfants qui est un élément qui est plus ou moins fantastique. Et les causes de la vieillesse, c'est vraiment intéressant parce que dans le film, tu en as plusieurs. La première fois qu'on croise le premier personnage vieux, tu as Peter Pan qui explique qu'il a perdu son ami et qu'à partir de là, il s'est mis à vieillir. Wendy, un peu plus tard, explique que c'est au moment où tu perds espoir que tu commences à vieillir. Tu as toute une question sur qu'est-ce qui fait vieillir et que tu vois à travers ça, quand tu compares aux enfants, c'est que les vieux, bah, ils avancent lentement, ils prennent du temps, ils réfléchissent. Les enfants courent absolument partout, ils pensent pas à ce qu'ils font, là où les adultes réfléchissent, même si c'est pas une bonne réflexion. Tu as la tristesse qui amène le vieillissement, l'absence de joie, la douleur, où tu as même la peur en... Enfin, si tout ce qui peut amener de la peur derrière, c'est-à-dire perdre quelqu'un, ou même juste la solitude. Et tout ça, ça crée un contexte de violence que Peter Pan crée indirectement. Par exemple, Peter Pan rejette les adultes en partie juste parce que ce sont des adultes et indirectement ils créent leur solitude, ce qui participe à leur vieillesse. Tu as d'autres choses qui sont opposées dans le film entre les enfants et les adultes, entre le monde des enfants et le monde des adultes. Le monde des enfants, c'est la nature florissante, elle est volcanique, t'as l'océan, t'as le jeu. Le monde des adultes, c'est le travail, le désert, l'absence de vie incarnée par cette ville fantôme qui reconstruisent, mais sans grande raison, et même un bateau rouillé qui finiront par mettre à l'eau. Et tu as ce truc aussi que tu retrouves dans les adultes indirectement, c'est que certes, ils ont vieilli, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le film, indirectement, ne te parle pas de grandir sur l'île imaginaire, c'est qu'il met toujours en parallèle l'enfance et la vieillesse, mais grandir, c'est juste passer de l'enfance à la Oui, il vieillesse. n'y a pas de transition, quoi. Exactement. Et tu as quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement, bah, ces adultes, ces vieux, gardent un peu un côté de bêtise adulte, c'est-à-dire que la deuxième partie du film, l'un des enjeux, c'est que bah, les vieux se réunissent pour retrouver la jeunesse, et toute la quête de violence qui va être faite par les adultes, ça va être pour retrouver finalement cette jeunesse qu'ils ont perdue.
Et là, je suis en train de lire mes notes et je retombe sur ce que j'avais écrit, confrontation entre Wendy, qui, elle, accepte de grandir, et Peter, qui, lui, ne veut pas vieillir. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est deux termes qui mettent en opposition à l'intérieur même du film. Bah, c'est ça aussi qui est, je trouve, un peu plus dur dans cette version-là, c'est que j'ai l'impression que c'est pas vraiment il y a pas vraiment un message, comme il pourrait y avoir dans le Disney qui a pour but d'apprendre aux enfants qu'il faut grandir et finir par accepter ses responsabilités et que c'est pas pour ça que tu dois perdre ton âme d'enfant. J'ai l'impression qu'il y a un côté inéluctable, en fait, de ce truc-là, de très, ben, simple de dire: «Bah, quoi qu'il arrive, ton corps va finir par s'user, en fait». Je me demande si, en fait, c'est pas un film, justement, qui est incarné par Wendy, ce côté d'accepter de grandir. Parce que, comme je disais, les adultes qu'il y a dans le film, en fait, n'ont pas grandi indirectement, ils ont juste vieilli. Et toute leur quête de violence se fait à travers un rêve enfantin, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas la violence que les adultes vont faire ne s'exerce pas parce qu'elle est rationnelle, parce qu'elle est logique, elle s'exerce parce qu'elle est à travers un désir enfantin qui se manifeste par le travail, mais qui au final revient d'être un jeu, parce que reconstruire un bateau et partir avec ses potes dessus, on va pas me faire croire que c'est un truc, que c'est un travail, D'adulte, ouais. bah, techniquement c'est un travail d'adulte, mais ça ressemble plus à du jeu dans leur environnement, et toute cette idée de on va aller combattre un monstre, et en tuant le monstre, on va récupérer notre jeunesse, c'est vraiment... c'est une explication qui sort de nulle part, comme un enfant pourrait te dire, mais si tu manges cette pomme, tu vas courir beaucoup plus vite. On est à ce même niveau à l'intérieur du film. C'est ça que pour moi, Wendy est intéressante parce que elle accepte de grandir, et la fin du film, quand tu la vois parcourir sa vie, c'est quelque chose de très positif, où elle part en disant bah on va accumuler les histoires et on pourra les raconter, et Wendy est la seule qui voit le fait de grandir d'un œil positif, justement parce que elle voit l'étape de on est enfant et on grandit, et elle n'a pas cette image de Peter de il y a que deux mondes, soit t'es un enfant, soit t'es un vieux. Oui, c'est vrai, elle le voit pas binaire. Et d'ailleurs, bah, à la fin, quand... bon, on spoile pas parce que c'est l'histoire de Peter Pan, donc je pense que tout le monde connaît l'histoire de Peter Pan à peu près. Mais c'est vrai qu'on voit en gros sa vie, et ça revient au fait que bah, dans l'enfance, on n'a pas de mémoire, on n'a pas de souvenirs, en fait. Et finalement, bah, la nostalgie, c'est un sentiment qui est paradoxalement atteinte que quand on a déjà vécu des choses. Et donc, il faut avoir eu une bonne vie, entre guillemets, pour être nostalgique et pour pouvoir accéder à Et il ça. y a une scène où deux personnages qui étaient séparés se retrouvent, l'un vieillit et pas l'autre, et tu as le personnage qui est vieux, on se dit que c'est le moment où il va se remettre en question, et lorsque l'enfant va le voir en expliquant bah, qu'il a changé, qu'il n'est plus qui il était, et que c'est stupide ce qu'il est en train de faire, bah, le vieux lui répond non, c'est juste que tu es un enfant et que tu peux pas comprendre. Ce qui est une violence, enfin ce que je trouve ultra violent de dire ça à un enfant, ce qu'on peut dire à un enfant parce qu'il peut pas tout comprendre, mais la façon dont il le dit, c'est qu'il lui explique que tes arguments sont faux à cause de ton âge. Il lui dit pas parce que tu as mal pensé, parce que tu as mal réfléchi. C'est pour ça que je mets la façon dont les adultes fonctionnent et les enfants face à face. Et il y a une autre violence dont je voulais parler. Là, j'avais indiqué violence des adultes envers la jeunesse, mais tu as aussi la violence de Peter parce qu'il rejette les adultes, mais tu as aussi une scène où un des enfants a sa main qui commence à vieillir, et pour éviter que ça se propage à tout le corps, Peter lui coupe la main. Et c'est une scène qui est ultra violente. En revoyant, je me suis dit, waouh, c'est chaud, qui est accentué par le montage, et qui est encore plus violente parce que Peter prend ça comme un défi. Quand on lui dit, non, tu peux pas lui couper la main, Peter il fait, si, je suis Peter Pan, je peux faire tout ce que je veux. Il prend le couteau et il coupe. Ouais, et c'est surtout hyper con, quoi. Enfin, tu te dis, tu propages pas la maladie, même si ça marche comme ça pour certains. Pour la gangrène, mais j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est un enfant. Ah, mais c'est intéressant. Est-ce que indirectement, ça veut pas dire que pour Peter, la vieillesse est une gangrène? En fait, c'est marrant parce que toutes les versions de Peter Pan, je repense à Hook, sont un peu contre la version de Spielberg. Et... Enfin, peut-être on peut faire une digression sur Hook parce que j'y pense, mais je me dis, dans Hook, c'est quand même un adulte qui justement doit retrouver son âme d'enfant et plus un enfant qui doit grandir. Et je trouve que c'est un côté très Spielberg d'être un petit peu enfantin et de pas vouloir grandir, en fait. Si tu veux, j'ai fait un plan, enfin j'ai fait une mini case histoire des films Peter Pan où on peut se faire les 4 films qui sont sortis officiellement au cinéma plus le Disney+. Du coup, il commence par le premier Peter Pan de 1953 par Disney, qui est un classique Disney que je trouve étrange, mais qui est toujours remarquable par son animation et qui pose des bases pour des millions de personnes. Je sais pas si c'est ton cas. Ouais, moi j'aime beaucoup Peter Pan, mais c'est vrai que le Disney m'a pas trop marqué. Je le trouve trop aseptisé pour son message, en fait. Je trouve que Peter Pan est justement
trop sympa dedans et donc on a du mal à comprendre un peu on a du mal à comprendre vraiment les enjeux et tout et puis ouais. Et du coup, un peu moins de 40 ans plus tard, tu as le Hook de Spielberg qui sort en 1991, qui est du coup un grand film de Spielberg. Comme tu le disais, c'est un film qui appuie sur sa capacité à garder son émerveillement, ce qui est la base de la majorité des films de Spielberg. Il y a aussi la question du temps qui passe et du monde des adultes qui transforme. C'est ce que est le héros joué par Robbie Williams, qui est Peter Pan, qui était en mode « Oui, je serai toujours un enfant », qui finalement reste, devient un adulte qui passe pas son temps avec ses enfants, qui est juste attaché à son travail et qui se plaint quand ses enfants s'amusent autour de lui. Et tu retrouves un peu de manière... Enfin, moi, ça m'y a refait penser. Tu as un peu cette dichotomie monde enfant, monde adulte que tu avais dans E.T. Ouais, c'est vrai, bah c'est très Spielberg quoi. Ouais, et le film je crois que c'est le premier film Peter Pan que j'ai vu. Je crois que j'ai vu Hook avant de voir le dessin animé. Ah ouais, mais même dans le dernier, la Fableman, je sais pas si tu l'as vu, je trouve qu'il y a un peu ça, c'est-à-dire que grâce au cinéma, il va refuser le monde des adultes. Et c'est un truc que Spielberg fait. Il disait, ouais, moi, ma thérapie à moi, c'est pas d'aller voir un psychothérapeute, c'est de faire des films. Il devrait aller voir un psychothérapeute. Surtout si c'est pour nous faire des films comme La Guerre des Mondes ou Jurassic Park. Je vais me faire taper dessus, mais même Fableman, quoi. Bref. Mais ouais, Hook, mais du coup pour moi Hook ça avait posé les bases et c'est très bizarre parce que je me disais que entre Peter Pan et Hook il y avait un autre film que j'avais vu. Bon, j'ai pas vu tous les films Peter Pan, mais tu as dans Hook ils introduisent l'élément que tu as dans le bouquin si je me trompe pas, qui est le moment où on explique que pour guérir un bisou il faut donner un baiser et Wendy lui donne un dé à coudre à la place d'un baiser quand Peter Pan le demande, ce qui est un truc que tu ne retrouves pas. Enfin, si, dans le dernier film Peter Pan et Wendy, mais on l'évoquera plus tard, mais qui sont des bases de récits que j'ai mentalement, mais que j'arrivais pas à recaser dans l'histoire. Et t'as tous les enfants perdus, ils sont incroyables dans le film. T'as Robbie Williams, du coup, qui est au top de sa forme. T'as les enfants qui sautent partout. La scène de la bouffe imaginaire qui est quand même incroyable. T'as pas mal de moments iconiques. Même Crochet qui pète un cap sur les montres la prochaine fois qu'il l'entend. T'as plein de scènes extrêmement cool à l'intérieur du film. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas dit d'où venait Peter Pan en fait. Mais c'est James Matthew Barrie qui l'a écrit pour une pièce et un roman qui s'appelait du coup Peter et Wendy de base. Et puis après, Wendy est tombé, maintenant il est en train de revenir. Et c'est devenu juste Peter Pan. Oui, parce qu'on est passé d'un monde de films faits par des hommes qui ont un peu rien à foutre de Wendy, si ce n'est un love interest, donc Peter Pan s'en fout, donc au final, elle peut pas trouver sa place dedans. Et en parlant... en fait, c'est un super timing, parce que tu parles de l'origine de Pan, et le film suivant qui est sorti, c'est Pan de Joe Wright en 2015, qui est une abomination, une horreur qui essaye de faire un truc... de faire plein de trucs en même temps, et donc il fait au final n'importe quoi, ou alors ils sont juste pris dans le tourment de leur temps qui était en mode, par exemple comme Maléfique, en mode on va changer de point de vue pour raconter l'histoire et qui raconte l'origine de l'histoire entre Pan et Captain Crochet avec Hugh Jackman qui est qui est en barbe noire et qui joue le grand méchant du film et qui arrive en chantant du Nirvana, qui est un film qui fait absolument n'importe quoi. C'est le pire film Pan que j'ai vu, mais heureusement, juste derrière, 5 ans plus tard, on a Wendy qui arrive et qui me relie à nouveau avec Peter Pan, parce que même si j'aimais Hook, j'avais toujours ce problème avec Peter Pan. Et cette année, enfin l'année dernière du coup, on a eu Peter Pan et Wendy de David Lowery, qui du coup est une réécriture moderne, qui manque un peu de magie, mais c'est parce que Lowery voulait quelque chose de plus terre à terre. C'est c'est le live action de Disney, c'est ça? Exactement, du coup, qui n'est pas sorti en salle, mais qui est sorti sur Disney+. Alors, je trouve pas si horrible, même si tout le monde le dit, mais c'est parce que, à mon avis, vous avez pas vu Pan, si vous trouvez vraiment que le film est horrible. Ouais, mais parce bon, qu'au final, comparé par le bas. Ouais, mais c'est un film moyen, que je trouve quand même intéressant dans sa réécriture. Par exemple, Pan, c'est un connard, mais c'est un connard qui réfléchit quand même à lui-même. C'est juste que 2 minutes après, il se remet à jouer, du coup, il oublie qu'il avait grandi. Wendy, je trouve toute sa réflexion sur la façon de grandir vraiment intéressante, parce que tu as ce truc où elle débarque finalement au pays imaginaire, elle s'attend à rejoindre des enfants qui ne veulent pas grandir comme elle, et elle se rend compte que les pirates qui représentent les adultes, c'est pas un monde pour elle, et que indirectement, les enfants qui devaient être un monde pour elle n'étaient pas pour elle, et en fait, elle décide de tracer sa voie. Donc j'aime beaucoup la réécriture de
de Wendy de Peter Pan et Wendy qui est très très cool. Moi, j'ai trouvé le film hideux, mais en fait, je sais même pas si j'ai réussi à supporter jusqu'à la fin. Peut-être j'ai regardé la fin d'accéléré parce que vraiment, les 30 premières minutes, j'ai trouvé ça affreusement moche. En fait, ça dit que ça veut. Enfin, c'est que des les effets spéciaux. Enfin, tout fait fake en fait. Donc, c'est sûr que comparé à Wendy, il y a un monde d'écart où tout est tourné pellicule et tout. C'est pas ce que je demande dans tous les films. Mais là, j'ai trouvé le film fake en fait. Pour moi, Vraiment. tout est fait en numérique et tout, notamment parce qu'ils l'ont fait pendant le Covid, donc ils ont galéré, mais c'est pas non plus une excuse. C'en est une petite, mais c'en est pas une plus. Mais c'est surtout que quand tu arrives derrière Wendy, qui est vraiment. Pour moi, je trouve que c'est une claque, mais c'est parce que je détestais Peter Pan et je continue de le répéter, mais c'est vraiment une claque par rapport à son histoire, par rapport à la manière dont elle le met en avant. Je sais pas si tu peux le montrer à un enfant, soit Wendy, Peter Pan et Wendy, tu peux, mais c'est peut-être pour leur plus grand mal. Mais il est compliqué d'être aussi bon que Wendy. Et en plus, sa musique. Ouais, la musique, c'est incroyable. Je reviens dessus parce qu'on parlait du fait que le Wendy a été tombé au fur et à mesure des adaptations, alors qu'en fait, l'histoire a toujours été celle de Wendy. C'est comme, ou en tout cas du point de vue de Wendy, quoi. C'est un peu Peter Pan, c'est un peu le personnage énigmatique qu'elle va découvrir, etc. Mais tu es dans son point de vue à tout moment, quoi. C'est pour ça que je pense que Pan est aussi. C'est pour ça que je pense que Pan est aussi raté. C'est parce qu'au moment où ils ont décidé de sortir Wendy, bah, ils ont sorti l'un des éléments clés. C'est-à-dire que dans Peter Pan et Wendy, ils arrivent à sortir Peter Pan, mais vu que tu as toute la réflexion sur la façon dont grandit de Wendy, c'est logique de mettre Peter Pan à côté pour que Wendy puisse voir le monde des adultes et se faire sa propre idée. Alors que dans Pan, c'est un film qui doit expliquer l'histoire d'origine, donc tu dois bâtir ton personnage pour expliquer pourquoi est-ce que Pan veut garder cet esprit d'enfant, ce qui au final ils ne font pas. Et pareil, tu dois expliquer normalement à l'origine pourquoi est-ce que James Crochet et Peter Pan sont ennemis, ce qu'ils ne font pas. À la fin, ils décident de les garder amis, tandis que dans Peter et Wendy, tu retrouves un truc qui est mis indirectement en avant déjà dans Wendy, qui est que, et je sais pas si c'est dans le bouquin, mais qui est que Peter Pan et James étaient amis, que Peter Pan l'a rejeté à un moment, que James du coup a eu un parcours de vie qui a fini par le faire ramener et devenir maléfique. Et tu retrouves ce côté indirectement de Peter Pan dans sa naïveté d'enfant à vouloir vraiment des règles, des étiquettes, enfin pas des règles et des étiquettes, mais d'être on fait comme ça, parce que c'est comme ça qu'on s'amuse, crée de la violence qui crée son propre ennemi. Quelque chose qu'il ignore totalement, parce qu'il est juste en mode, c'est un adulte, donc c'est un méchant. Je sais pas pourquoi vous me liez à ça. Réflexion qu'il a dans Peter Pan et Wendy. Mais dans sa globalité, c'est un film qui réinvente le mythe, mais qui se repose pas uniquement sur son esthétique en ajoutant des minorités comme pourrait faire Peter Pan et Wendy, ou comme Pan en reprenant la même histoire et en faisant semblant ou en mélangeant pour l'avoir l'air original, mais c'est un film qui déconstruit et reconstruit, un peu comme la cuisine moléculaire, mais en bien. Bah moi, c'était vraiment un film qui était pour me plaire en fait. J'adore le soft fantastique, si je peux l'appeler comme ça. J'adore les images réalistes. Alors c'est très rare quand les deux se mélangent. J'adore la thématique de l'enfance, j'adore la thématique du vieillissement parce que j'aime pas la mort. Donc vraiment, c'était le film qui est fait pour me plaire. En plus, j'adore l'aventure. Donc si vraiment vous voulez voir un petit ovni qui est en même temps un film qui peut vous faire réfléchir mais qui vous donne envie de partir à l'aventure, vous pouvez regarder Wendy. Et vous pouvez aussi évidemment soutenir Projection Perdue si vous avez aimé l'épisode. Alors pour ça, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez partager sur les réseaux, activer la cloche sur YouTube ou vous abonner sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podbean ou d'autres. Ce que vous voulez en fait, parce qu'on est dispo quasiment partout. Trouvez-nous, on est là. N'hésitez pas de vous perdre dans d'autres épisodes. Eh bien, merci d'avoir écouté et merci à toi Damien. De rien. Au fait, tu sais de quoi on parle la semaine prochaine ? Tu savais que Albert Dupontel, c'était pas son vrai nom ?